Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale consacrée à la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. 5 ans après son adoption au Bourget à Paris, nous en parlons avec Tinos Klaas, grand défenseur de l'environnement, directeur exécutif de l'ONG EDI. Alors, monsieur Klaas, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à déclarer l'état d'urgence climatique. Alors, ça veut dire que nous sommes près du gouffre. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train d'aller tout droit dans le mur. Et c'est une réalité. Il ne faut pas se voiler la face. Et nous devons, sans gêne, se rendre compte que nous avons un sérieux problème. Et ce sérieux problème, c'est d'abord sur l'intérêt particulier des gens, sans regarder l'intérêt général. Donc nous devons nécessairement penser à trouver une solution. Et cette solution passe par des sacrifices. Vous voyez, nous sommes en train d'aller tout droit dans le mur. Et les cris d'alarme que vous voyez sont réels, mais il faudrait qu'on quitte les cris d'alarme pour aller vers des actions. Des actions. Parce qu'il y a aussi dans l'accord de Paris des actions contraignantes. Est-ce qu'on les met en pratique? Il y a des actions pour les pays pollueurs qui font des choses. Il y a des actions pour les contrarier à prendre des dispositions. Est-ce qu'on les met en place? Il est temps maintenant d'arrêter de crier et de ne rien faire. Justement, les engagements nationaux de réduction d'émissions de gaz à effet de serre sont insuffisants et moins respectés. C'est un constat et vous le reconnaissez aussi. Alors qu'on se prépare vers la COP26, qui se tiendra à Glasgow en novembre 2021. Je vois que vous avez un large sourire. Une COP de plus. S'il vous plaît, moi ce que j'ai dit, COP 26, COP 20, COP 25, COP 50, ça ne me dit rien du tout. Je voudrais que les Africains puissent prendre les dispositions et penser à protéger l'environnement africain. Je préfère avoir COP Afrique 21 ou bien Africa Vert 21 ou bien Africa 2021, je ne sais pas, que de penser à COP. COP, c'est leur problème. Mon problème aujourd'hui, notre problème aujourd'hui, c'est Afrique Vert. OK? Afrique Vert, comment on va l'appeler? Il faudrait que ça s'organise le plus tôt possible. Et dans un pays africain, avec les experts africains. Nous n'allons pas attendre toujours que les autres réfléchissent à notre place. Nous devons prendre le devant. Peut-être que si l'Afrique se lève aujourd'hui et que l'Afrique prend le devant, il y aura des solutions que les autres seront obligés de copier. C'est une réalité, parce que nous avons plus des moyens d'avoir des solutions en Afrique qu'eux en Europe. Vous voyez? Donc, il faudrait que l'Afrique oublie COP 21, COP 23, COP 25, COP 50. Non, l'Afrique doit pouvoir penser Afrique vers 21, Afrique vers 22, Afrique vers 23. OK? Et ça, je préfère ça. Et les initiatives sur le continent africain ne manquent pas. Je vais vous parler d'une qui a été lancée depuis 2007. C'est la Grande Muraille Verte, cette bande verte qui est en construction de 15 km de largeur et sur plus d'environ 8000 km de longueur qui s'étend de Dakar à Djibouti. Elle était au cœur du One Planet Summit que la France a organisé il y a quelques semaines. Je vous propose d'écouter à présent le président français et son homologue mauritanien. Sur la promotion de l'agroécologie, nous actons aujourd'hui une accélération sans précédent du projet de Grande Muraille Verte, avec la mobilisation de plus de 14 milliards d'euros de financements internationaux dans les 11 pays concernés d'ici 2025. Plus d'une centaine d'entreprises regroupées autour de la charte I Am Africa, International Agroecological Movement for Africa, se sont engagées. La Grande Muraille Verte nous offre le cadre adéquat pour introduire des changements significatifs dans les modes de production et améliorer substantiellement les conditions de vie des populations du Sahel,
qui subissent le plus sévèrement les crises multiformes auxquelles nous faisons face aujourd'hui. C'est convaincu de cela que la Mauritanie a inscrit la Grande Muraille verte parmi les axes d'intervention du nouveau programme de relance post-Covid-19, adopté en septembre dernier. Ce programme a pour objectif, dans le contexte de la Covid-19, de créer les conditions d'une reprise économique durable, exclusive et créatrice d'emplois. Alors, Klastinos, la Grande Muraille verte dont on parle, c'est quand même une initiative à saluer sur le continent africain. Ça fait pitié. Ça fait toujours pitié que nos dirigeants africains n'ont pas de vision. Ils ne sont pas des visionnaires. Les visionnaires ont disparu. Je m'explique. J'apprécie l'effort de la France chaque fois de venir proposer des choses pour les pays africains. J'apprécie ça. Mais je pense que les Africains, nos dirigeants sont déjà assez grands. Ils sont matures. Mais cette muraille verte, ce n'est pas une proposition de la France, c'est une initiative de l'Union africaine. Ouais, depuis 2007. Une initiative de l'Union africaine. Et qui est en train de gérer ça maintenant? Qui lance ça maintenant? Pourquoi ça ne s'est pas passé en Afrique? Pourquoi les chefs d'État africains ne se sont pas réunis au siège de l'Union africaine pour réfléchir? Pourquoi c'est les autres qui doivent réfléchir pour nous? Il s'est agi d'accroître l'enveloppe pour la mise en œuvre de ce projet. Écoutez très bien. Je vais vous dire une chose. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que les Africains arrêtent ça. Parce que la réalité, c'est quoi? On nous dit maintenant qu'il y a une muraille verte en Afrique qui quitte Djibouti pour aller ici. De Dakar à Djibouti. De Dakar à Djibouti. Et c'est la France qui coordonne ça pour trouver le financement. Non. Même si on dit sur le baril de pétrole... On annonce 14 milliards d'euros. 14 milliards d'euros, c'est rien du tout. Il y a des chefs d'État en Afrique, eux seuls, ils ont plus de 14 milliards de francs dans leur compte. Eux seuls, ils ont plus de 14 milliards de francs dans leur compte. Et il y a des pays qui peuvent financer ça. Et donc, même si on dit aujourd'hui, chaque baril de pétrole que l'Europe vient chercher en Afrique, on enlève $1 là-dessus, on va trouver 14 milliards de francs en moins de 6 mois. Chaque bois qu'on vient couper en Afrique, on enlève $1 ou bien 50 centimes de dollars, on va trouver ça. Il faut qu'on arrête d'être mendiant. Donc moi, si c'est un projet de l'Union africaine, pourquoi c'est à la France de piloter ça? Pourquoi? Il n'y a pas de chef d'État africain qui peut piloter ça? Il n'y a pas des Africains qui peuvent piloter ça? Arrêtons de toujours être des enfants. Cette muraille verte, je vous assure, tant que ceux qui sont en train de piloter ça n'ont pas trouvé leurs intérêts dedans, ça ne va pas aboutir. C'est encore l'un des projets pour piller l'Afrique. C'est encore l'un des projets. On dit qu'on va financer. Qui va financer? Vous allez voir à la fin que c'est l'Afrique même qui va se financer ce projet. Les partenaires dont on parle, ils ne vont rien envoyer. C'est à l'Afrique qu'on va prendre tout. Les matières premières et tout. Et enfin, on va vous envoyer les miettes. L'Afrique doit se réveiller. Alors, M. Tinos, est-ce que vous ne trouvez pas légitime que l'Afrique attende des fonds, notamment du Fonds vert pour le climat, qui est destiné à accroître sa résilience et à permettre son adaptation au réchauffement climatique? Non, l'Afrique a le droit de réclamer. Mais est-ce que l'Afrique a besoin d'attendre indéfiniment si l'autre ne donne pas? Tu as faim, ok? Tu arrives à la maison, il y a des ignames qui sont là-bas, qui ne sont pas préparés. Mais tu attends que ta maman revienne pour préparer ça, pour que tu puisses manger. 15 heures passent, la maman ne vient pas. Tu vas continuer par rester affamé? Non, il faut prendre l'igname, tu vas commencer par préparer. Comme ça, tu vas manger. Alors, l'Afrique a besoin de dire, les pollueurs doivent payer. C'est ce qui a été dit depuis. Combien de pollueurs qui paient? Parce que ces grandes puissances ont une dette écologique envers l'Afrique, disait François Hollande en 2015 lors de la COP de Paris sur le climat. Ah là 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 là, vous allez attendre longtemps. Ces pays ont eu des dettes d'esclavage envers l'Afrique qui n'ont jamais payé. On a proposé un plan Marshall pour l'Afrique, pour dédommager l'Afrique. Est-ce que ça s'est passé? Non. Aujourd'hui, vous voulez attendre la dette écologique, vous allez attendre longtemps. Nos petits-enfants, je ne crois pas qu'ils vont le voir. Il y a, qu'est-ce qu'on a dit? L'autre détail, c'est en 2050. En 2050, il doit avoir encore de voir les résultats de COP21 en 2050. Si Dieu me prête vie. Avant 2050, nous avons l'horizon 2030. 2030. Mais si Dieu nous prête vie, peut-être qu'on verra à 2030 ou bien 2050. OK? Mais pendant ce temps, qu'est-ce que nous allons laisser à nos petits-enfants? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos petits-enfants? Moi qui suis ici, j'ai 7 petits-enfants. Et le premier, il a déjà 17 ans. Alors, bientôt, si Dieu me prête encore vie, peut-être que je vais vivre encore 30 ans. Et je m'approche de mes 100 ans.
Alors, qu'est-ce que nous allons laisser à nos petits-enfants si on veut attendre toujours que les autres viennent pour nous? La dette écologique que le monde doit à l'Afrique est une réalité, mais ils ne le paieront jamais. Ils ne vont jamais le payer. Ils n'ont jamais payé la dette d'esclavage. Ils n'ont jamais payé la dette de pillage de l'Afrique. Et vous voulez qu'ils paient maintenant la dette écologique? Non, nous devons prendre les choses en main. Vous voyez, si on prend les choses en main, on a les moyens de les pousser à payer. Les Européens ne peuvent pas vivre, ne peuvent pas se développer sans la matière première africaine. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou vous n'êtes pas d'accord? Parce que tout ce qui... Non, ils ont tout besoin. Que ce soit le café, le cacao, ils ont besoin. Hein? Que ce soit le bois, ils ont besoin. Que ce soit l'uranium, ils ont besoin. Tout, ils ont besoin. Le pétrole, ils ont tout besoin. Fermons les frontières africaines pour la matière première et vous allez voir ce qui va se passer dans le monde. Tous ces pays où on crie, l'immigration va se retourner. C'est-à-dire que les gens vont quitter l'Europe pour revenir vers l'Afrique. Et c'est une réalité. Alors, pourquoi vous attendez toujours, vous êtes riche, mais vous prenez toujours pour le pauvre? C'est dommage. Alors concrètement sur ce projet de la Grande Muraille Verte en Afrique, comment est-ce qu'on peut le réaliser sans rien attendre de l'extérieur? Moi, mon grand-père m'a toujours dit, avant... Parce que depuis 2007, il n'y a pas grande avancée. Moi, je sais qu'il n'y aura pas grande avancée et que ça va passer 20 ans. Pendant ce temps, les gens vont continuer à piller dans cette histoire-là. C'est un projet pour piller. Et ça, c'est une réalité. Tant que... Un projet pour arrêter l'avancée du désert. Arrêter l'avancée du désert. Arrêter. Mais c'est quand même une réalité, le désert avance. Oui, le désert avance. Mais celui qui avait voulu arrêter l'avancée du désert avait commencé sans demander de fonds. C'était Kadhafi. Vous voyez ce qu'il a fait dans le désert? Vous savez ce qu'il a créé dans le désert? Mais on l'a tué. Parce qu'on a vu que ce monsieur, si on le laissait, il est capable de transformer tout le désert en une végétation dense. Et où est-ce qu'ils vont trouver encore les moyens de spolier l'Afrique avec les projets bidons? Aujourd'hui, moi je vous dis, nous sommes là. Dans 10 ans, je dis bien dans 10 ans, cette muraille ne va même pas avancer de plus de 10 km. C'est une réalité. D'abord, il faut impliquer les Africains. Il faut que ce projet vienne des Africains eux-mêmes et qu'eux-mêmes soient conscients que ça, c'est notre projet. Et qu'ils puissent s'investir là-dedans. Ils vont attendre toujours que la France envoie l'argent, les Européens envoient l'argent, les Américains envoient de l'argent. Ça ne va pas avancer. Nous devons changer de mentalité. C'est une réalité. Tant qu'on ne change pas de mentalité, nous allons faire de la même chose tout le temps, pendant des années, et ça ne va pas avancer. En attendant que ces gros pollueurs n'envoient de l'argent pour nous permettre de nous adapter au changement climatique et de renforcer notre résilience. Les effets dramatiques des changements climatiques se font ressentir un peu partout. Comment les vivez-vous chez vous? Est-ce qu'il y a une illustration qui vous préoccupe concrètement au niveau de votre ONG EDI? Oui, nous vivons ça d'une manière, on peut dire, catastrophique. Parce que chaque fois que nous faisons, comment on appelle-t-on, l'état des lieux, on se rend compte que beaucoup de choses se dégradent au lieu d'avancer. On se rend compte que nous sommes en train de crier comme solitaires, que personne ne nous écoute. On se dit, mais tout ce qu'on propose, personne ne prend ça au sérieux. Vous avez le sentiment de crier dans un désert? Oui, on a le sentiment de crier dans un désert, parce qu'il y a eu tellement de projets que nous avons proposés, que ce soit au niveau des ministères ou bien de l'État, personne ne le prend au sérieux. Quel est l'effet qui vous préoccupe le plus? Au niveau du Togo, je prends par exemple, j'ai parlé tout à l'heure des effets, par exemple, des plastiques. Hein? Et ça, quand je le vois, ça m'inquiète. Secondo, dans la circulation, je ne sais pas si vous avez remarqué une fois la pollution atmosphérique par les véhicules et les motos. Ça aussi, ça m'inquiète. C'est ce qui donne une chaleur dans la ville. Alors, il vous arrive de faire des descentes sur la plage. Là aussi, c'est une préoccupation pour vous? Oui, c'est une préoccupation pour nous, surtout qu'au niveau à partir du port, en allant vers Anicho, ce qui nous inquiète là-bas, c'est l'érosion qui avance à grands pas. L'avancée de la mer. L'avancée de la mer qui est causée, c'est-à-dire que naturellement, avec le réchauffement climatique, c'est vrai que la mer monte, mais l'homme aussi crée un problème. La fonte des glaciers. Voilà. L'homme aussi crée un problème pour faciliter cela. Comment vous expliquez cette action anthropique? Voilà. Vous voyez,
depuis qu'il y a eu le troisième quai au niveau du port de Lomé, si vous remarquez, l'érosion s'est accentuée. De l'autre côté, en allant vers Anécho. Et ça, nous avons interpellé le Fonds mondial pour faire des enquêtes. On a envoyé des experts. Et c'est prouvé que c'est le troisième quai qui crée ça. Maintenant, il y a aussi un projet de digue, comment vous appelez ça? C'est pas les digues seulement, les épis. Les épis. Un projet de la CEDEAO. Ah, c'est un projet piloté par le projet Waka. Voilà. Ce projet Waka, le Togo en est où? Moi, je veux aujourd'hui que les autorités puissent nous dire où est-ce qu'ils en sont pour ce projet Waka. Ça a commencé par où? C'est pas seulement un projet pour le Togo, c'est un projet sous-régional. Mais le Togo en est où? Parce que ce qui m'intéresse, c'est ce que le Togo en fait. Parce que chaque pays doit faire sa part. Allez au Bénin, vous allez voir. Ils ont fait une grande partie de Sémé, la frontière du Nigeria, jusqu'au niveau de Cotonou. Ils ont fait une grande partie. Ce qui a fait qu'au niveau de la plage de Fidjose au Bénin aujourd'hui, ils ont gagné encore de l'espace. Ils ont même créé un boulevard là. Ils ont construit un boulevard là. Maintenant, au niveau du Togo, où est-ce qu'on en est? Oui, ce projet ne peut pas aller au même rythme dans tous les pays. Ça doit aller au même rythme dans tous les pays parce que c'est un projet sous-régional. Et chaque pays doit pouvoir mettre en pratique ce qui a été décidé. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Les autres, au niveau du Ghana, vous savez qu'au niveau du Ghana, ils ont fait leur pas. Allez au Ghana, vous allez voir jusqu'à la frontière, vers la frontière de Aflaou. Il y a un village là, je ne sais pas, Keta et autres. Allez-y, vous allez voir. Allez-y, vous allez voir. Ils ont fait leur pas. J'ai pris la route pour aller en Côte d'Ivoire en 2019. Et jusqu'à Takoradi, j'ai vu que dans toutes ces villes-là, le Ghana en a fait beaucoup. Mais le Togo, de port à Ilakondi, ça fait combien de kilomètres? Qu'est-ce qu'on a fait? Dans le cadre de la lutte contre l'avancée de la mer sur le littoral togolais, nous pouvons observer au moins des digues qui ont été construites au niveau de la ville d'Anéha. Et ça, ce sont des actions pour freiner la mer dans son avancée, Monsieur Tino. Non, cher ami Gaëtan, vous savez, je dis toujours, il y a ce qu'on appelle vouloir faire quelque chose et faire quelque chose. La différence entre vouloir faire quelque chose, c'est que tu mets toute ton énergie, ton intelligence et ta volonté dans la chose. Tu veux le faire. Faire quelque chose, c'est qu'on te dit de le faire. Et tu le fais d'une manière sans prendre en considération tout ce qu'il faut faire pour avoir des résultats solides. Et j'ai l'impression, c'est mon impression par rapport à l'analyse du terrain, que ce qui s'est fait à Ného n'est pas vouloir faire quelque chose. C'est faire quelque chose pour montrer nous sommes en train de le faire et s'il y a des fonds, on nous envoie les fonds. C'est votre constat? C'est mon constat, c'est une réalité. Sinon, ces épis-là ne doivent pas être submergés par la mer. Ces épis sont destinés à repousser la mer. Je vais vous donner un exemple. Quand vous allez on est déjà arrivé à la fin de cet entretien. C'est votre constat. Vous nous dites qu'il y a encore des défis à relever au Togo. Merci d'être passé sur ce plateau, Monsieur Tinos Claas. C'est moi qui vous remercie et je voudrais, pour terminer, dire que le problème de l'environnement, très rapidement, la protection, c'est pour que chaque citoyen puisse te dire c'est mon devoir de le faire. Ainsi, nous allons réussir. C'est l'appel de Tinos Claas, directeur exécutif de l'ONG Environnement et Développement International. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Planète Idéale.